Salut, c'est Aslak. Bienvenue dans ma forge. A la base, dans cet épisode, je devais parler du marteau de guerre. Mais comme j'ai trouvé que très peu d'infos à ce sujet, je me suis permis de regrouper les marteaux, les masses et les fléaux pour faire un épisode bien bourrin. Alors, c'est parti! Il existe un nombre incalculable d'armes dites contondantes. Première étape, apprendre à reconnaître les objets redondants. Les objets? Les objets redondants. Les objets qui blessent, quoi. C'est pas comme ça qu'on dit? Si, pardon, si, les objets redondants, pardon, j'avais pas compris. Vas-y. Allez. Les armes contondantes sont des armes qui servent à assommer ou écraser un adversaire. Elles servent également à briser des crânes et des os. Nous avons donc pour commencer les masses, qui regroupent plusieurs sous-familles. Les massues ou casse-têtes, les morgenstern, les battes et les bons gros gourdins. Par la suite, les simples masses deviennent des masses d'armes. Nous rajoutons le mot d'arme après le nom d'une arme contondante pour désigner l'usage militaire. Elles sont alors fabriquées uniquement en acier pour éviter qu'elles ne cassent. L'utilisation de pointe est quelquefois utilisée, mais contrairement à la croyance populaire, il ne s'agit pas d'une généralité. Ensuite, nous avons les fléaux d'armes, inspirés du fléau paysan pour battre le grain. Nous retrouvons d'ailleurs ce même dérivé du fléau agricole au Japon avec le nunchaku. Mais on verra ça dans un prochain épisode. Il existe également plusieurs sous-familles de fléaux. Nous avons donc le classique, un poids d'acier relié à une chaîne, elle-même reliée à un manche plus ou moins long. Nous avons ensuite le goupillon. C'est la même chose que le fléau classique, sauf qu'au lieu d'un poids, nous en avons 2 ou 3. Parfois même 4 voire 5. Mais la version la plus courante reste celui avec les 3 poids. Puis nous avons également le plomé. Ce nom est souvent utilisé pour parler de plusieurs armes différentes, mais la version qui nous intéresse ici est celle qui désigne un long goupillon, avec un manche d'environ 2 mètres. Nous avons ensuite les marteaux de guerre, ou marteaux d'armes, qui regroupent encore une fois plusieurs sous-familles. Les maillets de guerre, une grosse masse en bois renforcée par des cerclages d'acier. La plomée une nouvelle fois, mais ce coup-ci pour désigner un lourd maillet en plomb muni de pointe, pour écraser et perforer pendant la même frappe. Le bec de corbin, ou bec de corbeau, muni d'une tête en acier avec un côté plat pour écraser, et un côté en pointe en forme de bec, d'où son nom, pour perforer. Puis le marteau de lucerne, relativement similaire au bec de corbin. Nous avons toujours la partie en forme de bec, cependant le côté plat est remplacé par 3 ou 4 pointes. Puis une pointe est également ajoutée sur le dessus et les côtés de la tête du marteau, permettant les coups d'estoc. Les gourdins, ou massues, sont probablement les armes les plus anciennes de l'humanité. C'est l'arme la plus primitive qui soit, bien que rien ne permette de l'affirmer. Aucun vestige n'a été retrouvé, et pour la simple et bonne raison que ces armes étaient faites uniquement en bois et donc biodégradables rapidement. Cependant, certains archéologues pensent que la massue primitive n'était que de simples petits troncs d'arbres toujours reliés à leur souche, et c'est cette souche qui servait à frapper. Mais encore une fois, rien ne permet de l'affirmer. Il s'agit également de l'arme la plus répandue dans le monde. En effet, toutes les régions du globe propices à la pousse de bois dur ont vu apparaître la massue sous différentes formes. C'est une arme intuitive, ce qui fait que tout être humain en danger a le réflexe d'attraper une arme contondante pour se défendre. Que ce soit une batte de baseball, un club de golf, et je vous confirme qu'un coup de club de golf dans la tronche, ça fait sacrément mal. Une poêle ou un rouleau à pâtisserie, le but reste l'utilisation en tant que masse qui est ancrée dans nos gènes. Et c'est cette intuition qui a permis de voir apparaître à travers le monde la massue, sans forcément avoir besoin de contact entre les cultures. Et c'est ainsi que même dans les tribus les plus reculées d'Amazonie ou des plus petites îles des océans, nous pouvons trouver des massues que l'on appelle aujourd'hui casse-tête tribaux. Petit à petit, au cours des siècles, la massue se modernise pour devenir une arme d'attaque en plus d'une arme de défense. La masse ainsi créée est largement plus travaillée. Le bois est poli et la partie contondante est parfois agrémentée de pointes ou d'une feuille d'acier pour la solidifier. Puis c'est pendant le Moyen-Âge, aux alentours du XIIIe siècle, qu'elle vit son âge d'or. Avec l'arrivée des grosses armures en plate, la masse d'armes est admise sur les champs de bataille. Les épées ne servent plus à grand chose contre les armures lourdes et les côtes de mailles. Il faut à présent des armes pour écraser plutôt que pour trancher. Au XIVe siècle, les masses d'armes sont alors faites uniquement en acier et elles prennent différentes formes. Comme la plus connue d'entre elles, la célèbre Morning Star ou étoile du matin, la fameuse grosse boule d'acier recouverte de pointes. Les pointes c'est bien, mais le problème, et c'est surtout valable pour les fléaux, c'est qu'un poids muni de pointes se plante au premier coup dans un bouclier ou une pièce d'armure, rendant alors l'arme inutilisable le temps de la dégager, ce qui était bien souvent fatal. Au XVe siècle, les pointes sont alors remplacées progressivement par des ailettes, qui sont bien plus efficaces contre les grosses armures de plate et les boucliers. Les rois de France ont très vite compris l'importance de la masse, et la garde royale a rapidement été équipée de masse et se faisait appeler sergent massier. Puis très vite en parallèle, le fléau fait son apparition, pour des raisons évidentes. Le fléau est une arme bien plus destructrice. Le fait que le poids soit attaché à une chaîne souple augmente d'une part la puissance de frappe grâce à l'effet de fouet, mais surtout rend l'arme quasiment impossible à parer. Un maître du fléau était capable de désarmer un adversaire en faisant en sorte que la chaîne et le poids s'enroulent autour de l'arme pour ensuite tirer d'un coup sec pour désarmer. Puis comme je le disais, cette arme est quasiment impossible à parer et même un bouclier n'était pas de grand secours, car le fléau peut passer au-dessus pour se rabattre violemment sur le gars caché derrière.
D'ailleurs, d'après certaines sources plus ou moins obscures, il est dit que la seule façon d'éviter un coup de fléau, c'est de se cacher derrière un camarade. Ce qui est pas con en soi. En revanche, le porteur de fléau était également en danger, car déjà il était une cible privilégiée car son arme faisait peur, mais également car si un coup de fléau est quasiment impossible à parer, il est également extrêmement difficile de parer avec. C'est pourquoi il était quasiment toujours accompagné d'un bouclier. C'est également à cette période que le marteau de guerre fait son apparition, pour rejoindre petit à petit les masses d'armes sur les champs de bataille. Car en plus de briser les os, la partie en forme de bec perforait sans le moindre problème les armures et les côtes de mailles. Puis l'arrivée de la poudre sur le champ de bataille rend l'utilisation de la masse, du marteau et du fléau obsolète, mais ce n'est pas pour autant que ces armes disparaissent. Et à partir du XVIe siècle, la masse devient plutôt un symbole d'autorité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la masse est l'arme la plus ancrée dans nos gènes. D'ailleurs, pas que dans les gènes humains. Elle est donc encore utilisée de nos jours sous la forme de matraque utilisée entre autres par la police. La masse a également gardé le côté symbolique mis en place par les rois. De nos jours, il existe encore dans certains pays les sergents d'armes qui sont élus par une assemblée législative pour maintenir l'ordre lors des rencontres. Le sergent d'armes est équipé de la masse cérémonielle. La masse est rentrée dans la croyance populaire comme étant l'arme du clergé pendant les croisades, car cette arme était reconnue par le terme Sine effusione sanguinis, ce qui signifie littéralement « sans effusion de sang ». Les membres du clergé n'étaient pas censés tuer ou répandre le sang, c'est pourquoi ils auraient adopté la masse pour pouvoir prendre part au combat, sans pour autant remettre en cause leur serment. Mais il semblerait que cette croyance populaire soit venue du fait que sur la tapisserie de Bayeux, autrement appelée la tapisserie de la reine Mathilde, qui mesure quand même 68 m 30 de long par 50 cm de large, sachant qu'il en manque encore un morceau, c'est relativement colossal. Mais la partie qui nous intéresse se situe à l'extrême droite. De la tapisserie évidemment. Nous pouvons donc y voir l'évêque Odo de Bayeux utiliser une masse d'armes pendant la bataille de Hastings en 1066. En résumé, nous avons relativement peu de preuves de la réelle authenticité de cette croyance, et c'est pourquoi les historiens pensent qu'il s'agit plutôt d'une croyance populaire que d'un réel fait historique. Pour mieux se rendre compte de ce qu'était le combat médiéval, et en particulier pour cet épisode le combat à la masse et au fléau, il faut se pencher du côté du béour. Le béour, qu'est-ce que c'est? Eh bien il s'agit de combat médiéval en armes et armures en acier. Il faut bien sûr éviter les anachronismes et donc faire en sorte que toutes les pièces d'armure et les armes fassent partie de la même époque. À quelques années près, il y a une certaine tolérance. Les combats peuvent se dérouler en 1 contre 1, ou alors en équipe. Du 5 contre 5, 16 contre 16 et même parfois 21 contre 21. Le béour commence petit à petit à s'implanter en France, mais il est déjà très développé dans les pays de l'Est où les combats d'équipe se déroulent parfois à quelques centaines de participants. Le but est plutôt simple, mais compliqué à la fois. Il faut bien sûr dérouiller son adversaire, mais il y a toute une partie stratégie à mettre en place. Il suffit pas de foncer tête baissée dans le tas, sous peine de recevoir une bonne correction. Tant que tu tiens debout, tu restes dans le match. Par contre, une fois au sol ou mort, la partie est perdue. Ça a l'air bourrin dit comme ça, et ça l'est quand même un petit peu, faut pas se le cacher. Mais les armes sont émoussées et les armures inspectées pour éviter les accidents. Alors oui, parfois il peut y avoir des fractures, mais ce sport n'est pas plus dangereux qu'un autre. Par contre, il s'agit d'un sport assez cher. Il faut compter au moins 1000 € pour s'équiper d'une armure et d'une arme à 2 mains, ou d'une arme à une main et un bouclier qui répondent aux normes de sécurité de la Fédération française de béour. Et personnellement, j'ai hâte d'avoir les sous nécessaires pour m'y mettre. Je vous invite d'ailleurs grandement à aller voir la vidéo Nota Bene sur le béour, juste là. Elle est très bien faite et très complète. Évidemment, je pouvais pas faire un épisode qui parle du marteau de guerre sans parler de l'inégalable Mjolnir, le marteau de Thor, que tout le monde connaît grâce au Marvel. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que ce marteau magique a été forgé par les nains Brok et Eitri, à la demande d'Odin. Brok était chargé d'actionner le soufflet en continu, sous peine de gâcher le travail d'Eitri, mais c'était sans compter sous la fourberie du dieu malicieux Loki. Loki se transforma alors en mouche et vint piquer Brok à plusieurs reprises, ce qui lui fit lâcher le soufflet un court instant. Le marteau sortit alors de la forge et il était parfait, à un détail près. L'interruption du soufflet avait créé un défaut, le manche était trop court. Le Mjolnir est si puissant qu'il ne peut être manipulé qu'en utilisant le Jörngrip, les gants de fer de Thor, et il revient toujours dans la main de son lanceur. Le marteau permet au dieu Thor de vaincre les géants qui veulent répandre le chaos sur les mondes. De plus, il lui permet de pouvoir contrôler la foudre. Thor possède également un char tiré par 2 boucs, Tongrisnir et Taniostr. Il les tue régulièrement pour se nourrir, puis il les ressuscite en brandissant son marteau et en bénissant la peau et les os. Du côté des masses célèbres, nous avons la masse du chancelier de France, qui a servi pour le couronnement de Charles X, le 29 mai 1825 dans la cathédrale de Reims. Cette masse est d'ailleurs toujours exposée au Palais du Thau, à Reims dans la Marne. Cet épisode est maintenant terminé, j'ai vraiment galéré à l'écrire celui-là, car même si c'est des armes emblématiques, il y a très peu d'infos à leur sujet. Puis comme d'hab, j'ai vraiment synthétisé la chose, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et surtout partager un maximum cette vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, puis soutenir la chaîne sur Tipeee si vous voulez qu'elle continue. Trouvez tous les liens dans la description.
Et à bientôt dans un prochain épisode. Salut! Ah, j'oubliais, en juillet, je vais participer à la rencontre abonnée de Nota Bene à Montbazon. J'y donnerai même une conférence et vous avez plutôt intérêt à y venir. Je vous ferai des câlins.